pas. Y compris en essayant de ne pas voiler ou masquer ses défauts. Parce qu'un chef-d'œuvre a le droit d'avoir des défauts. En fait, le mythe du film parfait nous empêche d'aimer des bons films parfois. Ils en ont tous, et notamment ceux de Renoir. Y compris puisque parfois ils ont un poids, les films de Renoir, qui s'appelle Jean Renoir acteur, qui n'est pas le meilleur acteur du monde. Et donc là, quand il apparaît, qu'il joue trop vite, de façon trop excitée, tout ça, il y a un truc où on est un peu mal à l'aise. Le début du film n'est pas toujours convaincant. Il y a des trucs nouveaux, par exemple, le fait que les deux mecs se répètent dans chaque phrase « mon vieux », c'est lourd. Ça passe moyennement, en fait. Mais c'est des détails, évidemment. C'est des détails qui n'enlèvent rien à la puissance du film, qui est liée essentiellement à sa construction générale et à la façon de faire cohabiter des registres ou des tons qui, en principe, ne marchent pas ensemble. Et ces tons, pour les qualifier comme ça de façon un peu rapide, c'est la cohabitation du grotesque et du sublime. Et le film tente de réunir les deux pleinement. Le grotesque, c'est évidemment tout ce qui a trait à la satire sociale et que Renoir prend de chez Maupassant. Maupassant est supposé être un écrivain réaliste ou naturaliste, c'est surtout un écrivain qui manie l'ironie, et là, en l'occurrence, à charge contre le milieu des commerçants en visite à la campagne. Et Maupassant, il va avec force pour se moquer de chaque membre de cette famille, y compris sur des charges physiques, d'ailleurs, dans le traitement de Madame et de la grand-mère. Dans le texte de Maupassant, ils disent maintenant il faut décharger grand-mère, vraiment comme si c'était un poids mort, et c'est à peu près ce que filme Renoir. Quand elle est là, elle s'endort, qu'elle n'existe pas, en fait. Le seul truc qu'elle fait, c'est de chercher Minou, mais il y a très peu d'interactions intergénérationnelles de ce point de vue. Bon, donc le film commence quand même, y compris avec des vraies inventions renoiriennes sur le ton de la comédie, mais une comédie où on va allègrement se moquer des gens en visite et de leur extase permanente devant les beautés de la nature. Parenthèse, chez Maupassant, il y a une expression qui résume ça. Pardon, je vais utiliser les deux mains. Voilà. C'est cru dans la nouvelle. Maupassant écrit qu'il s'agissait de faire vibrer dans le cœur de ces bourgeois privés d'herbe et affamés de promenades au champ cet amour bête de la nature qui les hante toute l'année derrière le comptoir de leur boutique. Bon, donc, ce rapport à la bêtise, il est évidemment extrêmement important chez Flaubert comme chez Maupassant, et on va s'en moquer largement. C'est drôle, c'est parfois extrêmement bien joué, à d'autres moments moins. Et ça donne ce côté très enjoué et ce confort du spectateur de se moquer de gens dont on se sent éloigné, y compris maintenant à cause de l'éloignement temporel, dans lequel parfois on peut un peu se reconnaître aussi dans notre rapport naïf à la nature et à ses bienfaits. Bon, mais si le film ne restait que sur ce registre-là, il pourrait même être à la limite du pénible. Parce que c'est trop confortable, en fait, et que du coup, c'est trop détaché, c'est trop second degré, c'est trop... L'incroyable virage qu'il opère, c'est d'être de moins en moins second degré et de plus en plus premier degré, sincère, conquis par la naïveté même des personnages. Et je pense que le pari essentiel de Renoir est là. C'est-à-dire que la naïveté initiale, en particulier de la jeune fille, finit en fait par inonder notre rapport au monde. Je parle d'inondation parce qu'évidemment, c'est une métaphore qui a à voir avec le fil de l'eau sur lequel se conclut assez étrangement le dernier plan. Non pas que le fait de filmer l'eau soit étrange, mais la façon dont Renoir le filme, en filmant d'abord la barque du couple parisien qui s'en va, puis l'amorce de la barque désertée des locaux, puis de décadrer pour aller vers la branche d'arbre et filmer simplement ce flux continu de l'eau qui a à voir évidemment avec le flux continu de la temporalité héraclitéenne, donc qui ne repasse jamais deux fois au même endroit, qui raconte que cette histoire est bel et bien derrière eux. Ce virage-là, du grotesque vers le sublime, et donc vers la puissance du mélo, au sens noble du terme du genre mélodrame, passe en particulier par un jeu scénaristique qui n'est pas entièrement contenu dans le texte de Maupassant, qui est les prédictions internes.
C'est-à-dire que deux des personnages vont nous annoncer ce qui va se passer. Ces deux personnages, c'est d'abord le premier canotier qui échafaude l'hypothèse du fait de les emmener sur l'île en iode, près du barrage, etc. Barrage qui est développé dans la nouvelle de Maupassant parce qu'on l'entend pas chez Renoir. Il n'y a pas de son parasite du barrage. Et puis ensuite, c'est Jean Renoir lui-même qui dit moi, je sais bien ce que je ferais à votre place. Le veuf Poulain, et qui se fait taper sur les doigts par la servante qui dit quand même pour un veuf. Bon, et ces personnages-là vont à la fois prédire une partie de l'histoire, c'est-à-dire qu'il s'agit de draguer les deux femmes de l'aventure et donc de les exfiltrer pour qu'elles ne soient plus accompagnées par leur mari, d'où la trouvaille formidable de refiler les cannes à pêche. Trouvaille évidemment annoncée dès le premier plan du film où on voit le gamin pêcher, ce qui raconte à la fois d'où viennent les poissons, parce que je vous rappelle que la friture qu'ils vont manger, c'est les poissons qui sentent l'essence pêchée par les deux canotiers, donc a priori pas bon. Ce gamin étant par ailleurs joué par le fils de Jean Renoir. C'est vraiment un film de famille. Bon, et donc on va prêter les cannes à pêche et du coup on va pouvoir s'atteler à essayer de conquérir les deux femmes. Sauf qu'évidemment ces prédictions vont être en partie fausses, puisque celui qui va avoir Henriette, c'est Henri et non l'autre. Donc il y a ce jeu de subterfuge, d'échange des deux femmes, dont va être victime le scénariste qui, à table, avait imaginé qu'il allait conquérir la plus jeune des deux. Et il y a un autre mensonge comme ça, une autre prédiction, plus discrète comme ça, dans la scène sous les cerisiers, entre la mère et la fille, quand la fille partage son émoi d'être au milieu de la nature et de ressentir des choses inédites, et que la mère lui répond « mais je les ressens encore, mais moi je suis plus raisonnable ». Bon, c'est une prédiction, ça nous annonce ce qui devrait se passer, et c'est pas du tout ça qui va se passer. Parce que si on lit bien la mise en scène, les deux femmes s'abandonnent à leur compagnon. Il y a une puissance, un souffle, à la fois érotique et dionysiaque, qui emporte les deux femmes et crée deux couples. Un qu'on entrevoit dans le champ, même s'il y a une ellipse, liée au fondu enchaîné, on y reviendra, et l'autre qui l'emporte hors champ, c'est ce plan assez formidable au travelling d'accompagnement où Brunius, qui vient de manifester sa nature de faune ou de satyre, prend par la main la mer et l'attire hors champ dans une zone plus sombre du plan qui laisse assez peu d'ambiguïté sur ce qui peut se passer dans les minutes qui suivent. Bon, mais si ce film est si beau, c'est parce qu'évidemment, il n'est pas seulement l'application du plan machiavélique des hommes. Si c'était ça, on serait dans un scénario de prédation, et ce rapport à la prédation est évidemment inclus dans la métaphore filée de la pêche. Il s'agit de pêcher les femmes, on met en scène les jeux de mots, y compris autour des dames. Dans le texte de Maupassant, les yolles sont d'ailleurs comparés à des très jeunes filles, etc. Donc, Maupassant et Renoir vont travailler sur cette métaphore de la pêche, sur des registres parfois différents, mais Renoir va accentuer le registre de la prédation, de la proie qu'est le poisson, qu'il faut ferrer. Et donc si c'était uniquement ce récit de la prédation des femmes par les deux hommes, ce serait évidemment beaucoup moins intéressant. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'abord qu'il filme les désirs tous azimuts, j'allais dire avant Miséricorde d'Alain Guiraudy, le grand film qui sort cette semaine. Et donc ce désir tous azimuts, évidemment, il traverse les hommes et les femmes. Il y en a qui traversent plus beaucoup, c'est la vieille dame, et puis quand même c'est le mari, même quand on vient le chercher d'un peu près et qu'on lui rappelle ce qu'on a fait un an plus tôt dans les sous-bois, tout ça, il est plus très réceptif. Y compris parce que l'alcool, visiblement, a un mauvais effet sur le désir masculin, sachez-le. En tout cas, c'est ce que filme Renoir. Et donc, il va falloir s'ouvrir à d'autres potentialités, quoi. C'est vraiment parce que l'homme démissionne. Et alors, je ne parle même pas d'Anatole, qui est quand même en dessous de tout. Enfin, soit il dort, soit il dort pendant le pique-nique, il redort à la fin. Enfin, il ne se passe rien, quoi. Enfin, parenthèse, c'était le premier rôle de l'acteur, le monsieur Temps, et qui a témoigné beaucoup, enfin, de nombreuses années plus tard, dans le livre que je citais tout à l'heure, sur Élie Lyotard, le photographe de Plateau. Non, ce qui est magnifique, évidemment, c'est qu'il y a une chose que les hommes n'avaient pas prévue.
Alors, le personnage de Brunus, il n'avait pas prévu de se faire piquer la jeune. Bon. Mais il s'accommode assez vite, finalement. Preuve que finalement, le regard que porte Jean Renoir, personnage, pour dire non, non, mais c'est vraiment la mère la plus jolie quand même, il y a plus de choses, c'est plus intéressant. Avec une métaphore culinaire immédiate, hein, c'est un beau morceau, quelque chose comme ça. Donc lui, il est à la fois restaurateur et fin gourmet au sens amoureux, dans un dialogue évidemment aussi avec l'impressionnisme, qui pour le coup aimait plutôt les chairs plus amples, plus développées que l'époque à laquelle Renoir fait son film. Mais non, ce qui est évidemment très beau, c'est que Renoir ouvre la possibilité que la vie gâchée, qui était prévue par le personnage d'Henri, ne le soit pas que pour Henriette. Et c'est pour ça que c'est hyper beau. Et en fait, si le film est aussi fort, c'est parce que de ce surplan initial, de cette ironie permanente, de cette charge contre ces gros bêtas de la ville, qui surréagissent à tout, donnent des leçons, se croient plus fort que tout le monde, qu'on a quand même envie de boxer, quoi. On arrive en fait à une espèce d'extrême intimité, de sincérité dans le rapport au personnage qui concerne aussi bien la jeune fille que son vis-à-vis, alors même qu'il était précédemment en position de prédateur. La vie gâchée qu'il a évoquée en disant à son ami « Est-ce que tu crois que ça vaut la peine d'avoir une vie gâchée pour une histoire d'amour qui s'arrêterait aussitôt ?» C'est aussi la sienne. Or, et c'est ça qui est hyper beau, et c'est ça qui est hyper fort, la morale de Renoir dans cette séquence, c'est évidemment qu'il vaut mieux une vie gâchée pour un instant de vie, plutôt qu'une vie dans laquelle cela, là, n'est pas eu lieu. Tout est mis en scène pour faire en sorte qu'il y ait un instant sublime, voilà, qui est l'instant de l'étreinte consentie. Alors je dis étreinte consentie parce que Renoir a été extrêmement fidèle au texte Maupassant, très scrupuleusement. C'est par ailleurs une des adaptations les plus fidèles que je connaisse, alors que pour le coup, j'ai assez envie depuis cette fameuse maîtrise de faire l'éloge de l'infidélité du cinéma par rapport à la littérature. C'est très souvent bien mieux quand le cinéma est infidèle. Là, il y a une espèce de souci permanent du texte. Il est sans cesse en arrière-plan, de façon extraordinairement fine. Exemple, dans le texte de Maupassant, la figure de Shakespeare est évoquée à cause du Rossignol, dans une référence culturelle. Renoir l'a repris pour la tourner en dérision et créer une complicité entre la mère et son conquérant. Comment vous vous appelez, Juliette, ah ben moi je suis Roméo, jouant d'ailleurs sur l'assonance Roméo-Rodolphe, comme il a joué précédemment sur Henri et Henriette. Donc il y a plein de choses comme ça, de petits décalages, de petites inventions qui laissent à penser qu'il a vraiment très précisément travaillé le texte. Et donc la force de cette mise en scène, c'est que malgré tout, il s'est passé quelque chose d'unique et qui mérite bien une vie. Toute la vie, toute l'intensité va être condensée dans cette année, dans cet instant-là, dans cet espace protégé de l'île, dans le cabinet particulier, protégé des regards, et parenthèse, protégé aussi de nous, parce qu'on n'a pas vu grand-chose en réalité. Ce qu'on a vu, et j'y reviens dans la comparaison avec le texte, c'est que dans un premier temps, elle se débat, et lui est offensif, dans, parenthèse, ce qui aujourd'hui peut nous apparaître comme des gestes excessifs qui tendraient vers le viol. Sauf que quand on regarde les rushs, puisqu'on a accès aux rushs de Renoir sur ce film, on se rend compte que le critère du choix de ce plan-là, c'est le moment de bascule où Sylvia Bataille, son personnage, Henriette, assume pleinement son désir et l'embrasse, elle. C'est elle qui, tout à coup, lâche prise et lui fait un baiser fougueux. C'est ce que j'allais dire à la place. Bon, et évidemment, ça, c'est une bascule de vie. C'est-à-dire que tout à coup, tout ce qui a trait à ce qu'il rattache à son futur mari, à cette vie toute tracée où le mari va devenir le successeur du père et devenir quincaillier, donc elle va devenir la femme du quincaillier. Et cette vie-là, quand même, donc, ce qu'on en voit, c'est effrayant. Enfin, c'est-à-dire qu'il est quand même complètement idiot, ce personnage. Et donc on se dit qu'à vie, elle va vivre aux côtés de quelqu'un d'idiot pour lequel elle n'aura a priori pas de désir, avec lequel elle n'aura pas de plaisir. En tout cas, c'est ce chemin-là que trace Renoir. Et en contrepoint, il y aura eu cette expérience de vie déviante dans laquelle se concentrera toute la puissance du désir et de l'existence même. Et le fait que ce soit ça, la vérité du personnage exprimée à la fin par J'y pense tous les soirs, mais qu'en écho, ça rencontre la reconnaissance de la puissance de cet instant de vie pour l'homme aussi,
alors que lui, il savait ce qu'il faisait, connaissait ce parcours, avait eu un scénario esquissé par son ami, mais que lui aussi, il a gagné une puissance de vie extraordinaire qu'il n'a probablement jamais atteinte depuis, c'est bouleversant. Et évidemment, pour que ce soit bouleversant, et c'est là où c'est extraordinaire et où le cinéma est quand même d'une puissance formidable, c'est que la naïveté du personnage, elle passe essentiellement par un rapport à la sensation et par un rapport à la nature. C'est-à-dire ce qui la bouleverse, c'est d'avoir des cerises à portée de main, c'est la vibration du vent dans les arbres, c'est le fil de l'eau qui court. Et elle s'extasie devant un rien parce que tout à coup, elle découvre un pan entier de la réalité qui effectivement la fait frémir et évoque quelque chose de sa propre nature, de femme sensible. Et la puissance du film, c'est la puissance qu'a le cinéma de créer un partage de ces sensations par l'image. Et là où pour moi c'est très beau, c'est qu'une partie des plans, y compris de pluie, y compris sur les décors, ont probablement été filmés en l'absence de Renoir pour finir le film. Il était aux États-Unis, le film était abandonné, il ne l'avait pas monté, ça a été monté en son absence, il l'a vu 3 ans après sa sortie en salle. Il y a probablement des plans dont la sensualité sur la nature est tellement forte, mais qui n'ont pas été vus par leur auteur, celui qui le signe officiellement. Comme si tout à coup il y a eu quelque chose de contagieux et que son neveu s'était dit « Non mais là, il faut célébrer la puissance de la nature. » Parce que c'est ça le vrai sujet du film. Donc, une fois le baiser passé, on fait un plan après le fondu enchaîné où les corps commencent à se détacher. Ça raconte que probablement un rapport sexuel a eu lieu qu'on ne peut évidemment pas filmer. Et ensuite, cette espèce de dimension élégiaque, eh bien, elle va contaminer le réel tout entier. Elle va contaminer la nature entière. Et là, on filme les feuillages, les arbres, l'eau, la rivière et la pluie qui tombe. Et tout à coup, ça fait à la fois une espèce d'explosion des émotions à l'échelle du cosmos, et ça fait en même temps une césure qui laisse à penser que du temps a passé et qu'on peut raconter la coda de cette histoire, c'est-à-dire ces tristes retrouvailles. Moi, dans un même film de 40 minutes cohabite ce genre-là du grotesque et en partie du burlesque, donc du comique, et cette espèce de degré absolument zéro, ce fil de l'eau de l'émotion humaine qui se passe par une sensibilité extrême à la fois à ce qui se passe dans le cœur des femmes et des hommes et dans ce qui se passe dans la nature même, je ne connais pas d'équivalent. Voilà. Je pense que ce changement de degré, cet atterrissage progressif pour rentrer aussi profondément dans l'intimité des personnages, je ne crois pas qu'il y ait de plus beau film qui traite ça de cette façon-là. Donc ça valait bien le coup de vous le montrer, non? Voilà. Bon, il reste 3 milliards de choses à faire, mais on ne va quand même pas non plus quitter à minuit. Je regarde un petit peu l'heure, 11h moins 4. On se pose un quart d'heure de questions, enfin si vous avez, hein. Ça fait depuis 3 heures, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Je suis allé un peu vite, mais en réalité, eux deux n'ont déjà pas le même statut. Parenthèse, mais importante, les hommes sont convaincus qu'ils mènent tout, que ceux qui écrivent tout, qui fabriquent l'histoire. De toute évidence, c'est Henriette qui choisit Henri. En fait, c'est elle qui a un coup de foudre. Et du coup, il ne fait, lui, que saisir qu'en fait, visiblement, ils se plaisent l'un l'autre, et que donc, une histoire est possible, fût-elle courte. Mais oui, vous avez raison, il y a une beaucoup plus grande compréhension de Renoir vis-à-vis de ces deux personnages. Lui, parce qu'il est en retrait par rapport à son pote, beaucoup moins cynique, beaucoup plus critique par rapport à ce qui pourrait se passer, et néanmoins, il va peu ou prou suivre le scénario qu'a édité Rodolphe. Et elle, parce qu'elle a la puissance de la jeunesse pour elle, et que donc Renoir lui autorise tout, y compris des choses effectivement naïves. Si on regarde le texte, parfois il y a des effets d'écho, par exemple, entre sa naïveté et celle de son futur mari, quand il dit « Oh, des cannes à pêche !» Bon, on a juste envie de le gifler, c'est vraiment ridicule. Quand il dit « Oh, à cheval !» Comment à cheval? Voilà. Et donc il se fait rabrouer d'ailleurs par son futur beau-père. Mais dans sa bouche à elle, parfois il y a des choses comme ça, extrêmement naïves. Et puis même, c'est Charlotte Garçon qui dit ça dans une conférence qu'elle a donnée, qui est aussi très très bien. Au début, quand elle parle avec une voix hyper perchée, parce qu'elle s'adresse à la grand-mère, tout ça, on se dit « Ouh là là, ça va pas être facile quand même en termes d'adhésion au jeu de l'actrice et tout ça ». Et en fait, plus le film avance, et plus on est touché par cette personnalité, et plus du coup, on finit par partager la naïveté qui était son point de vue extérieur à elle. La grotesque disparaît à partir du moment où la mère disparaît avec je ne sais plus comment il s'appelle, Brunus, non? Ouais. C'est là, c'est à partir de ce moment-là qu'on tombe dans comme le suivi. Ouais. Il y a un moment de...
Oui, la séparation des deux couples, et donc du coup l'éviction de la mère et Brunus, permet cette éviction du grotesque. Parce que du coup, on voit quand même vraiment Brunus draguer la mère, y compris par ce petit jeu de complicité, la Roméo, etc. Et donc, et puis lui, il est sans cesse dans le sous-entendu amoureux. Enfin, il commence dans la barque sur vous pourriez vous mettre à côté de moi, comme ça on ramerait comme deux amoureux, tout ça. Puis avant, on essaye de définir quelles sont leurs relations, vous pourriez être ma fille, machin, alors qu'elle est quand même vraiment plus âgée que lui. Enfin, donc il y a tout ce jeu comme ça qui ne parle que d'eux sans cesse. Ils ont évincé le monde et ils s'amusent à définir quelles pourraient être leurs relations. Et donc là, on n'est déjà plus en fait dans le côté grotesque. On est dans la création d'une complicité amicale ou amoureuse. Et par ailleurs, évidemment, il y a l'autre barque et l'autre embranchement, où là, on est beaucoup plus dans une espèce de sentiment de trouver une tonalité commune, j'allais dire comme un diapason, en résonance avec la beauté de la nature, pour s'y fondre pleinement et du coup être dans une espèce de, si j'osais, je dirais presque un orgasme cosmique. Et je dis ça après avoir relu la nouvelle de Maupassant, où quand même le choix d'écriture de Maupassant est magnifique, c'est-à-dire qu'au lieu de filmer les ébats du couple, il va décrire le chant de l'oiseau, et il le décrit de façon totalement érotique. Et donc l'érotisme de la relation humaine passe à travers les vrilles du rossignol. Dans le film un peu aussi. Ça ne peut pas fonctionner pareil que dans l'écriture, parce que dans l'écriture, du coup, Maupassant s'en donne un cœur joie et un gorge déployée pour célébrer. Oui, alors ça, mais c'est très beau. C'est que signifient ces larmes. Parce qu'en fait, les premières larmes qui surgissent, c'est en entendant Rossignol. C'est-à-dire qu'elle est prise par une émotion très directe, qu'on pourrait d'ailleurs qualifier d'émotion esthétique. C'est la puissance, la beauté du chant. Plus, j'allais dire, le contexte, c'est-à-dire le frémissement lié à la puissance de la nature, à cet environnement immédiat. Voilà, sauf qu'évidemment, ce frémissement-là se met à résonner avec le frémissement du désir, quoi. Et donc, tout à coup, il y a vraiment quelque chose qui s'accorde, et le monde s'accorde à ses désirs, selon cette formule célèbre de l'ouverture du mépris. Et du coup, ça rend la question de l'accomplissement, je mets ça avec des gros guillemets, par l'acceptation du désir de l'autre et de son propre désir. Voilà. Et on atteint du coup une espèce d'emphase lyrique qui passe et par la mise en scène et par le jeu de la comédienne, etc. Et donc le pleur surgit sur le rossignol, mais on le retrouve évidemment juste après l'étreinte. Et là, il est à sens multiple, c'est-à-dire que évidemment c'est comme un acte de naissance à la vie sensuelle et au désir, c'est comme une façon d'atteindre le plaisir aussi, et je cite Bernard Benoliel dans cette conférence à laquelle je faisais référence tout à l'heure, c'est aussi une sorte d'acte de mort, et c'est aussi pour ça que ce film est incroyable, c'est-à-dire qu'elle naît à la vie et elle meurt en même temps, parce qu'après elle va avoir une espèce d'extinction de vie, quoi. C'est-à-dire qu'elle va retourner dans son quotidien, et son quotidien est quand même affreux. Voilà. Mais voilà, Renoir sera toujours du côté où malgré tout elle aura vécu cette journée, ce sera une journée immense. Et donc du coup il est du côté de cette jouissance-là, la jouissance du jour où elle aura connu pleinement l'amour dans toutes ses dimensions, ce qu'elle ne retrouvera probablement pas, parce que dans sa condition, à cette époque, si on a épousé Anatole, on n'en divorce pas et on ne sort pas de ce rail-là, même si ce rail est tragique. Et du coup elle repleurera à la toute fin, dans des plans, parenthèses, que moi je trouve sublimes, et pour revenir sur notre sujet, sublime aussi d'extrême sécheresse, c'est-à-dire que oser faire un dialogue aussi brut, sans introduction, avec ce montage où lui il dit qu'il revient souvent, etc., et où elle dit j'y pense tous les soirs, en un chant contre chant, sans autre environnement, elle se déplace vers lui pendant qu'Anatole dort, suivi en travelling. Il y a un truc comme ça d'extraordinaire densité du choc, de la confrontation, de la retrouvaille, qui a besoin cette fois du montage cut pour donner encore plus de force et de résonance à cette parole de vérité des deux. Je viens souvent ici. Tu sais, j'ai mes meilleurs souvenirs. Moi, j'y pense tous les soirs. Parenthèse, sa parole à lui, qui n'existe pas dans la nouvelle de Maupassant, est quand même assez ambiguë. Il y a une autre lecture qu'on peut avoir et qui pour moi n'efface pas la première, c'est que dans cet endroit, il a pu emmener d'autres femmes. C'est son cabinet particulier, il y vient souvent, il parle au pluriel de ses souvenirs, de ses moments, ses meilleurs moments. Il aurait pu dire son, et là, il n'y avait pas d'ambiguïté possible. À partir du moment où il dit mes meilleurs moments,
il y a la possibilité qu'il ait fait ça avec d'autres femmes, mais son émotion là, dans le face-à-face, grâce au champ contre champ, avec ce montage cut, raconte que de toute façon, lui qui se croyait extérieur à l'émotion, qui se croyait quand même jouer le jeu de la manipulation, a été pris à son tour, et que lui aussi était au bout de la canne à pêche et de l'hameçon. Madame. Oui, dans la dernière scène, c'est elle qui rame, et je pense que Oui. elle va prendre le dessus dans le couple. Bah. Enfin, le geste qu'elle fait avant, c'est qu'il râle parce qu'elle ne l'aide pas à mettre sa veste. Ensuite, on voit qu'il est toujours aussi maladroit parce qu'il prend ses cannes à pêche dans les branchages. Et on se dit que c'est le même geste que quand il prend l'hameçon dans son pantalon au moment où on lui donne les cannes à pêche. Donc il est totalement maladroit et malhabile avec son corps. Et ce que ça raconte aussi, c'est que c'est un flemmard qui ne fout rien et que c'est les femmes qui bossent, quoi. Je ne suis pas sûr que ce soit le plus grand optimisme sur le devenir du couple. Mais on le voit comme on veut. Hein. On a plutôt l'impression qu'elle se fait exploiter par lui. Une petite dernière. Voilà, moi, je vous fais trois devinettes de fin. Quel est le rapport entre ce film et les feuilles mortes, la chanson? Oui, c'est le même compositeur. Joseph Cosma, ouais, compositeur des feuilles mortes. Ouais. Quel est le rapport? Là, c'est beaucoup plus indirect, hein, je triche. Quel est le rapport entre ce film et Ne me quitte pas? C'est même très indirect, c'est un piège, personne ne sait. Non. Non. Ah oui, vous n'allez pas chercher dans les paroles de la chanson, c'est bien joué, mais c'est pas ça. Non, c'est que le père est joué par Gabriello, et c'est pour sa fille Suzanne que Brel aurait écrit Ne me quitte pas. Ouais. C'est pas joli? Et oui. Quel est attention, la dernière. Pardon, il faut monter ça pendant le film. Quel est le rapport entre ce film et L'origine du monde? Tableau de Courbet. C'est pas bataille directement. Oui, pourquoi Lacan? Oui, et quel est le rapport entre... Non. Non. Ah, pardon, si. Sylvia Bataille, absolument. En fait. Absolument, avec Sylvia Bataille pour lui. Bravo, ça il fallait le trouver quand même. Donc après avoir épousé Georges Bataille, des années plus tard, dans un premier temps en étant sa compagne illicite, puis en devenant sa femme, Sylvia Bataille est devenue donc l'épouse de Jacques Lacan, qui a donc acquis le tableau L'origine du monde, qui a d'ailleurs masqué un roman, un livre entier. Un livre entier consacré à cette question du masque pour ne pas voir l'œuvre de Courbet si décisive qu'on va voir désormais au musée d'Orsay. Bravo, vous avez gagné le droit de revenir le mois prochain pour voir À bout de souffle de Jean-Luc Godard accompagné par Anne Tébine. Et cette fois, on traitera de cette figure très particulière du montage qui s'appelle le jump cut. Si vous ne savez pas ce que c'est, tant mieux. Bonne soirée. Merci.